Alors, pour la partie, procédé Adam et avant de parler de procédé Adam, je vais me présenter rapidement. Je suis Mehdi Chemki, je suis enseignant-chercheur à l'EPF et chercheur intégré au sein de l'UR La Smith, de l'UTT. Je travaille essentiellement sur la partie, fabrication additive métal et procédés et post-traitement de fabrication additive. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, voici le plan de la présentation. Je vais commencer rapidement par une introduction, mais il y avait pas mal de présentations, je vais y aller rapidement. Je vais vous parler des enjeux, rapides aussi des procédés de fabrication additive et je vais me concentrer essentiellement sur le procédé Adam. Arthur, il a touché quelques mots au départ, mais je vais rentrer plus en détail et je vais faire quelques corrections. Hop. Alors, pour la partie introduction, il y avait, je vous ai préparé la partie fabrication additive avec, les possibilités qu'on peut avoir, hein. Je pense que vous êtes tous sensibilisés à tout ça. Il y a la partie nouvelle forme, nouvelle structure, multi-domaines, ainsi de suite et après, il y a énormément de procédés de fabrication. Moi, je vais me concentrer, en fait, je vais faire un zoom in, je vais me concentrer sur un procédé. On a travaillé sur les 2 procédés, en fait, SLM en collaboration avec Platinum 3D à l'EPF et à l'UTT et aussi on a acheté une machine, en fait, de procédé Adam, à l'EPF et du coup, qui est considérée comme une fabrication indirecte ou une fabrication sans fusion. Il y avait pas mal de procédés qui ont été présentés au départ, hein. On peut les répartir soit par la partie fusion, soit la partie directe ou indirecte. Comme ça, on va faire plusieurs étapes de fabrication de la pièce. Alors, pour la partie enjeu, là, je vous ai pris, rapidement un exemple, hein, l'implication des constructeurs automobiles et ici, je voulais vous montrer, que, bah, le procédé, de Metalix de Marforged, je l'ai déjà utilisé, dans plusieurs industriels, hein là, c'est un petit exemple, hein, on a le SLM aussi, il y a pas mal d'autres technos et moi, je vais me concentrer rapidement sur les problématiques industrielles qu'on peut avoir rapidement. La 1re et je pense que les intervenants, ils peuvent être d'accord avec moi, c'est l'état de surface des pièces, issues de la fabrication additive. Ensuite, il y a la partie, support, hein, qu'on doit faire attention à cette partie-là et l'état de surface, hein, des endroits, retirés. Ensuite, il y a la partie, déformation et fissuration lors de la fabrication et déformation et fissuration après la fabrication. Là, je vous ai mis aussi quelques exemples là, qui sont retirés comme vous pouvez le voir, ils sont adaptés de plusieurs références et là, ce que je vous montre ici, c'est le procédé Adam, hein. Il y a aussi quelques difficultés. Par contre, là, nous, de notre côté, en fait, on essaye de pousser la machine au bout, hein. C'est-à-dire, il y a des règles de métier, des règles de conception préconisées par le constructeur, mais nous, de notre côté, bah, on est des chercheurs, hein, on essaie de pousser la machine et voir ce qu'elle a dans le ventre et du coup, ici, par exemple, ça sort un petit peu, de design guide, présenté ou, détaillé par, le fabricant. Alors, pour le procédé Adam, comme, je l'ai dit au départ, hein, vous pouvez trouver dans la littérature plusieurs, appellations. On peut avoir la partie Fused Deposition of Metal et là, c'est vu depuis un certain temps, hein, depuis, 2002. Il y a la partie, Metal Fused Filament Fabrication. Il y avait pas mal de technologies qui ont parlé de ça et effectivement, Arthur, il y avait le procédé Adam qui est sorti en 2017 et aussi le Desktop, Metal que eux, c'est le concurrent direct, hein, qu'ils ont sorti leur technologie, hein, qui est, similaire, le Bound Metal Deposition Technology. Moi, je regroupe les 2, hein, sur cette partie-là et je les appelle Bound Powder Extrusion, qui fait partie, intégrante de extrusion de matière. Alors, pour le fonctionnement, de procédés, on commence, bah, ici, de filament jusqu'à la pièce finale, hein. Les étapes de fabrication, on va commencer par la conception sur Iger, hein, c'est le logiciel Didier, pas la conception, mais plutôt on va, optimiser les paramètres, on va régler les paramètres qu'on souhaite, dans la machine. Ensuite, on va imprimer la pièce
Et après, il va y avoir ce qu'on appelle le déliantage ou le wash. Et là, on va retirer en fait ce qu'on appelle un polymère parce que le procédé, il y a quelque chose de très très important en fait ici dans l'impression. On va utiliser des filaments chargés en poudre. Et ces filaments chargés en poudre, bah, ils sont reliés entre eux par un polymère. Et du coup, pour le retirer, bah, on va utiliser la première étape de lavage. On va extraire la première partie de polymère et ensuite, dans la partie frittage ou dans le sinter, là, on va effectuer la deuxième étape d'éliantage. Ensuite, le fritage, et là, on va consolider la pièce. Il y a bien évidemment, hein, il y a plusieurs Markforged propose deux fours, le Sinter 1 et le Sinter 2, avec une variation spécifique au niveau des tailles des pièces qu'on pourrait avoir. Et par rapport à ça, bah, on peut le voir, hein, à peu près, le Sinter 2, il est à peu près, on a le double de ce qu'on peut réaliser avec le Sinter 1 en termes de dimension de pièces. Je pense que on va pas avoir le temps pour faire pour présenter la vidéo, mais en tout cas, vous pouvez la voir hein, facilement. C'est une présentation globale hein, de procédés. Je vais aller rapidement dans le détail, plus sur tout ce qui existe actuellement en fait dans la littérature. Il n'y a pas énormément d'études puisque le procédé il est nouveau, mais on a à peu près 3-4 articles. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on peut trouver. Ici, là, c'est une explication de ce que je viens de dire, hein. Il y a la partie shaping où on va imprimer le filament qui est chargé en poudre. Et ensuite, il va y avoir en fait la partie extraction de polymère ou debinding. Et là, on va retirer une partie de polymère et après, on va mettre la pièce dans le four. Et là, on va effectuer la deuxième étape d'éliantage. Ensuite, il va y avoir la partie fritage et consolidation de la pièce. Généralement, dans la littérature, ce qu'on peut avoir, hein, on appelle la pièce issue directement de l'impression, c'est la pièce verte, j'aime pas. Et après le lavage de la pièce, ce qu'on va voir, on va parler de pièces marrantes. Et enfin, là, il y a la partie final part et on l'appelle aussi silver part. Et là, on va avoir quelque chose, une pièce, la pièce en argent. Pour la partie filament, actuellement, il y a pas mal de matériaux qui sont disponibles hein, qu'on a actuellement. Il y a la partie acier inoxydable martensitique. Là, je vous ai préparé rapidement en fait, les propriétés qui sont données par le fabricant. Nous, de notre côté, on a fait des tests, hein. Je vais vous présenter par la suite les différents tests que nous, on a réalisés. Et, bah, je vais vous donner aussi euh, mon avis. Et aussi, là, il y a la partie aussi, en perspective, il y a des matériaux qui sont actuellement en version bêta, qu'on peut espérer avoir rapidement. Il y a même des nouvelles qui sortent à chaque fois, hein. Il y a aujourd'hui d'ailleurs, ben, en écoutant les autres présentations, et c'est ce que je vais vous présenter, il y a une modification de temps d'impression qui est importante, qui vient d'être annoncée il n'y a même pas 30 minutes. Hop, du coup, pour les filaments, comme je vous ai dit, hein, il y a une large gamme possible. On a des aciers à outils à froid, des aciers à outils à chaud qu'on peut avoir hein, en fonction des propriétés qu'on souhaite avoir. Il y a aussi l'inconel, il y a le cuivre et avec les différentes propriétés que vous pouvez voir ici. Je vais faire un zoom sur l'acier inoxydable martensitique, hein, c'est ce qui était présenté au départ hein, par le fabricant, mais aussi c'est ce que nous, on a manipulé, et même sur les articles qu'on peut trouver dans la littérature, il y a essentiellement ce matériau pour l'instant. Alors, je vais passer à la partie paramètres opératoires, hein. La machine, elle est constituée d'un filament. C'est le filament qu'on va utiliser pour
imprimer la pièce, mais aussi on a un deuxième filament qui est utilisé pour la jonction entre pièce et support et ça va faciliter, l'enlèvement de support. Après en termes de paramètres, ici je vous ai préparé, rapidement, ce que nous on a utilisé pour, une, condition, d'impression et là, comme vous pouvez le voir, hein, on peut varier. Par exemple, on peut avoir des pièces avec, un allègement de structure, avec, des parties intérieures, qui est, vraiment intéressante en termes de réduction de masse. On peut jouer aussi sur le dépôt de filaments, comment on peut l'orienter. On peut, utiliser un raft ou pas. On peut avoir aussi des contours. Ça va améliorer, l'état de surface et et aussi on a l'épaisseur de couche qui varie. On peut avoir en fait, on peut varier l'épaisseur de couche entre 50 microns et 125 microns. Il y a la partie, le wash, le debinding. Là, on va utiliser un solvant et il est juste là et on a aussi le temps nécessaire par rapport à l'application qu'on a utilisée, ici avec, la durée nécessaire pour le frittage et là, on a les 27 heures. Tous ces paramètres, ils sont importants parce que je vais vous faire une petite, comparaison, rapide, qui est issue d'une légère comparaison, réalisée par, notre ingénieur de recherche qui est vraiment intéressante. Alors, pour la partie aussi, paramètres opératoires, hein, on a, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs paramètres de fabrication. On peut jouer sur ces paramètres. On a l'orientation de l'uprovette, on a le type de remplissage, l'épaisseur de couche, le raft et bien évidemment, on peut utiliser des post-traitements et par rapport à ça, on peut améliorer, le taux de porosité. On peut avoir aussi, des contraintes résiduelles de traction, mais on va essayer de les rendre le plus faibles possible et on peut améliorer les propriétés mécaniques et réduire la rugosité surfacique et améliorer du coup l'état de surface. Là, je vous ai, préparé 2 exemples, qui sont bien évidemment, hein, présentés par, Markforged. Ils sont, des pièces, d'outillage imprimées pour, Black& Decker et la première c'est une meuleuse horizontale et la deuxième c'est en fonce pure. Il y a d'autres exemples, mais bien évidemment, je ne peux pas rentrer en détail, hein. Ici, on a fait des collaborations avec, CKP Engineering, par exemple. On l'a présenté lors de la fête de l'impression 3D. Je ne peux pas vous donner des détails par rapport à cette pièce-là. En revanche, comme je vous l'ai dit, il y a notre ingénieur du site d'études qui a fait une comparaison pour une potence de VTT sur mesure et l'idée, c'était de voir à peu près ou environ les coûts, nécessaires en termes de, matériaux, outillage. On a demandé un devis, en fait, pour avoir la pièce et on a comparé aussi par rapport au procédé, avec la partie coûts matériaux, consommables, déliantage et frittage, mais aussi main-d'œuvre. Là, on a une réduction qui est vraiment importante, hein. Ce qu'on a eu aussi pour cette pièce, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner de détails. Pour le délai d'envoi, on a 2 semaines pour la première. Pour la fabrication de 2e, on est à 4 jours et l'annonce qui vient d'être envoyée par Markforged, qu'on va réduire le temps par 2. Ensuite, je vais vous parler des caractérisations et des propriétés mécaniques, hein. Ici, on a le premier article qui vient de sortir, sur la caractérisation de ces procédés, qui sont des pièces issues de Markforged. Parce que, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'études qui sont réalisées avant, sur le feedstock, sur la déposition des matières. Mais là, ce qu'ils ont réalisé, en fait, ils ont joué avec l'orientation une éprouvette de traction et là, on peut voir l'impact sur la géométrie, hein, de 0 jusqu'à 90° et aussi, ils ont trouvé une anisotropie importante, dans le matériau. Ça confirme aussi ce que nous, on a trouvé, mais pour l'instant, on ne l'a pas publié. Après, ce qui est intéressant, en fait, à voir, en termes de propriété, on retrouve, hein, globalement ce que le fabricant annonce en termes de résistance, parce que c'est vraiment très, très intéressant, hein, pour la partie, acier Martin City, pour les autres matériaux. On retrouve, globalement
ce qui est présenté avec des écarts types qui sont dus, bien évidemment, à l'impression, bien évidemment aussi à la manipulation, et il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu. Après, ici, ils ont trouvé la résistance maximale, hein, elle se fait à 0 degré, et on peut avoir une légère amélioration à 10 degrés. Par contre, dès qu'on va augmenter, bah, il va y avoir une perte de propriété et de résistance de la pièce. De notre côté, nous aussi, hein, dans le cadre d'un stage que j'ai le plaisir d'encadrer, on a fait pas mal d'études aussi sur la machine. On a joué sur l'orientation des pièces avec la partie, mais nous, on a ajouté raft et sans raft. Et aussi, on a mis des pièces en edge. Et là, ce que vous pouvez voir, hein, il y a le filament avant l'impression. Du coup, on a imprimé des pièces de traction. Après le wash ou le déliantage, on va enlever une première partie de polymère, et enfin, il y a le frittage. Et là, on va consolider la pièce. Après, on a utilisé des pièces d'application. Là, on a utilisé le temps pour voir à peu près si, en termes de dimension, d'état de surface et des contraintes résiduelles, est-ce qu'on va retrouver la même chose ou pas. Et du coup, là, en termes de dimension, hein, c'est vraiment avec les différentes variations selon X, Y, Z, à peu près, on retrouve une précision qui est vraiment très intéressante. Pour l'état de surface, on est aux alentours de 5 à 6, qui est vraiment qui est plutôt pas mal pour un procédé de fabrication additive. Par contre, pour la partie contrainte résiduelle, là, on peut le voir, hein, c'est avant déliantage et après déliantage, puisque la pièce, on a la poudre qui est reliée entre elles par le polymère, et du coup, on n'a pas de contrainte résiduelle. En revanche, après le frittage, on a une augmentation significative. Par contre, là, je vous ai présenté, bien évidemment, la pièce qui est en edge. Pour la partie micro-traction, on a fait aussi quelques tests. On a joué avec les paramètres sur le contour, et on a vu en fait qu'il y a un remplissage qui se fait, hein, comme la fabrication additive polymère, hein, classique, par dépôt de filaments. On a des porosités dues, bien évidemment, au dépôt de matière, et essentiellement, c'est sur la partie contour. En revanche, la partie avec l'orientation à 45, 90 degrés, là, on a un matériau beaucoup plus homogène. Et après, si on fait la moyenne, en termes de porosité, on est aux alentours de 95% de densité matière. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qu'on a réussi à trouver aussi, qu'il y a un impact important de contour, mais aussi de l'interface pièce-raft. Si on enlève le raft, là, on va tendre vers quelque chose de plus résistant. Après, là, je voulais vous parler rapidement, en fait, hein, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Sur la partie impact des post-traitements sur la santé matière, il y a généralement ce qui se fait, hein, dans la littérature, c'est des post-traitements thermiques, hein. Markforged préconise 2 traitements, le H900 et le H1150, hein, pour améliorer les propriétés, mais aussi réduire les contraintes résiduelles. Là, on peut le voir ici, la partie traitement thermique, mais aussi on chauffe le plateau, et c'est ce qui se fait sur l'imprimante de Metalix. Nous, de notre côté aussi, on utilise un traitement mécanique, hein, qui est le SMAT, hein, qui consiste à projeter des billes sur la surface. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'améliorer les propriétés mécaniques, mais aussi de réduire, et vous allez le voir, hein, les contraintes résiduelles. On va même inverser ces contraintes résiduelles de traction au départ, qui vont devenir des contraintes résiduelles de compression. C'est un procédé qui était breveté au LASMIS, hein, en 2000. Et du coup, nous, on l'a testé sur nos pièces.
Mehdi, on atteint la limite de temps, là, il te reste C'est très combien bien. de... Il me reste 2 slides. Ok. Du coup, pour les contraintes résiduelles, là, comme vous pouvez le voir, hein, on a fait, c'est une moyenne hein, de plusieurs mesures. On a des contraintes résiduelles de traction qui tournent aux alentours de 500 mégapascales. Après un traitement thermique préconisé par le fabricant, on réduit ces contraintes résiduelles, mais ils restent là, ils ont un impact négatif sur la durée de vie des pièces. Mais à travers le post-traitement mécanique que nous, on utilise, on va, euh, on va inverser ces contraintes résiduelles de traction vers des contraintes résiduelles de compression qui ont un effet vraiment très, très bénéfique pour la durée de vie des pièces. Alors, pour la partie conclusion en perspective, hein, le procédé ADAM, bah, il a des points d'avantage et moi j'ai mis des points de vigilance. Du coup, il y a la partie simplicité et sécurité hein, en termes d'utilisation d'un filament chargé en poudre, mais on ne va pas toucher la poudre directement. Du coup, il n'y a pas ni laser ni poudre. Il y a la possibilité d'adaptation de remplissage, d'enlèvement de support plus facile à travers le céramique qui va jouer le lien entre les deux. Et il y a le coût d'acquisition d'exploitation avec une pièce que nous, on a directement dans un bureau. Après, les points de vigilance, il y a la partie taille de pièce, du coup, qui est limitée à travers la capacité du four, mais comme vous l'avez vu, hein, il y a le Center 2, il y a aussi il y a la possibilité hein, que ces fours ils vont augmenter de capacité. Après, il y a la déformation et les contraintes dues au frittage hein, qu'il faut vraiment maîtriser. Et aussi, bah, ça reste, bah, c'est une technologie pour des petites séries uniquement, mais on peut y aller vers des moyennes séries, bien évidemment. Après, il faut faire attention dans la manipulation qui est sensible lors de passage de lavage, fritage. Et aussi, là, je l'ai mis dans la partie point de vigilance, hein, mais maîtrise des évolutions proposées par le fabricant. Et comme je vous l'ai dit au départ, hein, il y avait, bah, ils ont annoncé qu'il y a une réduction de temps qui est multipliée par 2. Euh, Là, pour la partie perspective, nous, à l'EPF, il y a des activités en fait, qui se font aussi à travers l'optimisation de dépôts, c'est ce qu'on appelle les matériaux architecturés, hein, que Julien Gardon pourrait vous en parler lors d'une autre présentation qui est vraiment très intéressante. On va venir déposer la matière d'une manière intelligente, mais aussi on travaille sur la partie échangeurs thermiques qui sont bio-inspirés pour améliorer l'efficacité énergétique. De la même manière, bah, on a une thèse qui s'est lancée sur la partie corrosion et tribologie pour améliorer la durée de vie des pièces. Et enfin, on s'est lancé aussi dans la partie contrôle non destructif pour voir ce qui se passe au niveau de porosité, si on arrive à trouver des signaux spécifiques qui va nous permettre d'avoir bien évidemment l'état de santé de la matière. Et merci pour votre attention.